Il s'est passé un truc marrant cette semaine. Enfin, marrant pour nous et intéressant à décrypter, mais un peu tragique pour lui. Il y a quelques jours, en NBA, un joueur a fait une grosse erreur dans sa négociation et ça lui a coûté quasiment 80 millions de dollars. Il a refusé un contrat de 4 ans avec les Lakers pour 84 millions de dollars en pensant pouvoir négocier mieux, et finalement, il s'est retrouvé à devoir accepter une offre de 1 an de contrat avec les Celtics de Boston pour 6 millions de dollars. 78 millions de dollars. Il a perdu un potentiel de 78 millions de dollars. Et ça, c'est à cause d'une grosse erreur qu'il a faite. Et cette erreur, je voudrais justement vous éviter de la faire en vous partageant 3 leçons que vous pouvez appliquer dans vos discussions, vos conflits ou vos négociations de la vie de tous les jours. Certes, cette semaine dans le sport, c'est plutôt l'arrivée de Messi au PSG qui fait les gros titres. Et pourtant, il y a cette information qui est passée qui m'a vraiment interpellé. Et ça concerne Dennis Schröder, un jeune basketteur allemand qui évolue en NBA. Ce jeune joueur prometteur, il est arrivé aux Lakers il y a 1 an pour la saison 2020-2021. Pour ceux qui ne connaissent pas, les Lakers, c'est une équipe phare de la NBA à Los Angeles, avec des anciens joueurs mythiques comme Shaquille O'Neal, Magic Johnson ou Kobe Bryant, et également des joueurs actuels excellents comme LeBron James. C'est une équipe mythique de la NBA, et ce joueur il s'est vu proposer un contrat de 4 ans pour un montant de 84 millions de dollars sur les 4 ans, donc un salaire annuel de 21 millions de dollars. Et lui, cette offre, il l'a refusée. Il pensait valoir au moins un contrat de 100 millions de dollars sur 4 ans, donc une moyenne de 25 millions de dollars par an. Et au moment où il refuse l'offre de 84 millions, il était persuadé pouvoir trouver mieux, parce qu'à ce moment-là, la Free Agency 2021, le marché des transferts, comprenait pas énormément de gros poissons. Il n'y avait pas de gros joueurs en transfert, donc il était persuadé qu'il y aurait peu de concurrence sur son poste de meneur, et donc il pourrait faire monter les enchères. Et du coup, à la fin de la saison, il s'est retrouvé sans contrat, et quand il est arrivé sur le marché des transferts, il a demandé 25 millions de dollars de salaire, et malheureusement, personne ne voulait de lui. Parce que ses prétentions salariales de 25 millions de dollars, ça a fait rigoler tout le monde. La presse, les internautes, tout le monde l'a critiqué pour sa gourmandise et sa très haute estime de lui en rapport avec ses performances, et même s'il a un niveau de jeu très correct, ça valait pas 25 millions de dollars. Et donc au final, l'information est tombée cette semaine, il se retrouve à signer pour les Celtics de Boston pour un contrat de 1 an à 5,9 millions de dollars. Donc en quelques mois, il est passé de « je suis excellent, je suis un excellent joueur, tout le monde va me vouloir sur le marché des transferts, donc je peux me permettre de refuser une offre des Lakers pour 4 ans » à « je dois au moins trouver un club pour l'année prochaine et je suis prêt à prendre tout ce qui passe ». Il avait 84 millions potentiels, il a eu 6 millions. Et au-delà de l'aspect financier de ce qu'il a perdu, il a aussi beaucoup perdu sur le plan sportif. Déjà dans son image de joueur, parce que du coup il s'est beaucoup décrédibilisé par rapport à la profession, et aussi parce que les Lakers, entre-temps, ils ont validé quelques gros transferts pour l'année prochaine, à savoir l'arrivée de Russell Westbrook ou de Carmelo Anthony, qui rejoignent la star LeBron James et qui en font une équipe qui est prétendante pour le titre pour l'année prochaine. Pour moi, ce qui explique ce qui a fait qu'il a raté sa négociation et pourquoi il a échoué, c'est qu'il a fait une grosse erreur. Une erreur classique, c'est qu'il a choisi la mauvaise tactique de négociation. Il avait trop confiance en lui. Il a sûrement surestimé son niveau par rapport à la réalité de ce qu'il valait sur le marché, et du coup, il s'est permis de refuser une offre que normalement il aurait dû accepter pour aller chercher mieux par lui-même. Mais finalement, il y a eu quelques changements de franchise chez des bons meneurs. Kyle Lowry qui est passé de Toronto à Miami avec un gros contrat, Chris Paul qui a prolongé aux Suns de Phoenix pour 120 millions, Westbrook qui est venu aux Lakers, et du coup le contexte de la Free Agency a changé et ça n'a pas été favorable à Schröder. Il a pris un risque en pensant trouver mieux, il a perdu. Chaque négociation comprend des risques, faites attention dans vos futures négociations à bien évaluer en amont le risque que vous prenez à négocier. Et donc il a voulu appliquer une tactique de passage en force en disant « oui je vais faire mieux, oui je peux annoncer 25 millions, et oui je trouverai quelque chose », alors qu'en vrai son rapport de force par rapport aux équipes de la NBA n'était pas favorable. Il a été beaucoup trop ambitieux dans sa première offre en annonçant qu'il voulait au moins 25 millions de salaire, et également à titre personnel, je pense qu'il a fait preuve de beaucoup trop de fierté, beaucoup trop d'ego, à penser qu'il pourrait avoir mieux que l'offre que les Lakers lui proposaient. Alors comment éviter de faire cette erreur de mauvais choix tactique dans vos négociations et quelles leçons on peut tirer de cette histoire? Tout d'abord, ne surestimez pas votre rapport de force. Que ce soit avec votre patron, avec un recruteur pour une offre d'emploi, ou avec un agent immobilier pour un achat immobilier, ne surestimez pas votre rapport de force. Vous n'êtes pas forcément en position de force, et c'est pas forcément très intéressant de jouer la personne qui est sûre d'elle, qui peut poser ses conditions avec fermeté, parce que parfois quand on va négocier alors qu'on n'a pas forcément d'alternative, l'autre personne va le sentir, ça va nous décrédibiliser, et à la fin on n'obtiendra pas ce qu'on veut. C'est très important en amont de vos discussions, de vos conflits ou de vos négociations, de réfléchir à quel est le rapport de force dans la discussion, qui se situe en position dominante dans la négociation,
et de faire en sorte d'adapter votre stratégie de négociation à ce rapport de force. La deuxième leçon à tirer de cette histoire, c'est de choisir la bonne tactique de négociation. Quand on va faire une négociation, il existe plein de tactiques différentes. Des tactiques de négociation, c'est un peu comme des cartes qu'on va sortir en fonction de la situation, en fonction de l'interlocuteur, en fonction du rapport de force, en fonction de ce qu'on cherche à négocier, en fonction du moment aussi de la négociation. Et ces tactiques-là, moi j'en ai listé plus d'une trentaine. On peut penser par exemple à la technique du good cop, bad cop, où on va négocier à deux, avec un qui fait le méchant flic et l'autre qui fait le flic sympa. Et du coup, la personne qui est méchante va toujours dire que le prix est pas assez bon, que l'offre est pas assez agressive, que c'est pas satisfaisant. Et l'autre va dire, écoutez, excusez mon collègue, mais l'important c'est qu'on trouve une solution. Cette technique marche très bien, notamment dans les négociations commerciales. Il y a aussi la technique du budget dépassé, où on explique à son interlocuteur que malheureusement on aimerait bien faire une meilleure offre, mais que c'est au-delà de notre budget, donc du coup on peut pas forcément faire mieux. Ou encore la technique du miroir, ou encore la technique du donnant-donnant. Bref, il y a plein de techniques différentes qu'il faut adapter. Je vais pas pouvoir vous détailler les 30 techniques dans cette vidéo parce que ce serait beaucoup trop long. Par contre, si ça vous intéresse, je vous invite à vous inscrire à la liste email, c'est le premier lien en description, et d'ici quelques jours, je vous enverrai les 30 techniques détaillées avec ce qu'elles comprennent, quand est-ce qu'il faut les utiliser, et ça peut vraiment vous aider dans vos futures discussions, dans vos futures négociations. Et je pense que dans le cas de Dennis Schroeder, il a voulu jouer la technique du passage en force, et malheureusement son rapport de force n'était pas positif pour lui, et il s'est retrouvé à devoir accepter la seule offre qu'il a reçue. Voilà ce qu'il aurait dû faire selon moi. Il aurait dû éviter de se focaliser que sur la partie monétaire, sur la partie argent. Et donc au lieu de dire non, il aurait pu ouvrir la discussion aux Lakers en faisant la tactique du win-win, du gagnant-gagnant. Dans ces cas-là, les deux parties ont à gagner. Ok, merci pour la proposition, mais je souhaite discuter des conditions du contrat, et des à côté. Quelle est la durée du contrat? Quelle est la possibilité de partir éventuellement plus tôt? Quelles sont les conditions annexes? Quels sont les avantages non monétaires? Discuter des conditions sur le merchandising par exemple. Et de façon générale, il aurait dû simplement se concentrer sur son métier, à savoir jouer au basket et faire monter son niveau, et laisser son agent mener les discussions. Et la troisième leçon de cette histoire, c'est de faire une première offre réaliste. Lui, sa première offre de négociation, c'était 25 millions de dollars de salaire annuel. Et en fait, c'était complètement déconnecté par rapport à sa réelle valeur sur le marché. Et ça se voit clairement puisqu'à la fin, il a validé une offre à 6 millions, donc soit 4 fois en dessous. C'est très important, même si je vous invite toujours à être audacieux, même si je vous invite toujours à être ambitieux dans la première offre que vous allez faire, de faire une offre qui soit quand même réaliste par rapport à la réalité de ce que vous pouvez offrir, par rapport à la réalité de votre situation. Si par exemple vous allez visiter une maison qui est affichée à 300 000 et que vous dites « je vous en offre 100 000 », bah forcément c'est 3 fois moins cher, ça ne va pas plaire au vendeur et il va arrêter les discussions. Alors que si vous faites une offre peut-être à 30% en dessous ou 20% en dessous dans une première offre, suivant l'endroit où vous achetez, suivant la durée depuis laquelle la maison est en vente, là vous pourrez augmenter vos chances de poursuivre la négociation. Donc ne soyez pas trop gourmand dans votre première offre, faites en sorte de demander quelque chose qui soit réaliste par rapport à ce que vous pouvez obtenir, et ça vous permettra d'obtenir de belles choses. Et moi par exemple, il y a une fois où j'ai fait une première offre qui n'était pas du tout réfléchie, et où c'était vraiment au doigt mouillé, c'était la première fois que j'ai acheté dans l'immobilier, c'était en 2013, et j'ai fait énormément d'erreurs. Je vous ai raconté dans cette vidéo comment personnellement j'ai perdu 30 000 € en faisant cette erreur. Je vous invite à la regarder, on se voit là-bas ou dimanche prochain, et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!